Bienvenue dans ce nouvel épisode du Duc de Savoie. Chaque semaine, plus de 5000 fidèles nous écoutent et des dizaines de nouveaux auditeurs nous rejoignent à chaque épisode. Merci à vous. Le Duc de Savoie, qui s'exprimera dans quelques instants, est un personnage fictif et chevaleresque. Ses propos, parfois caricaturaux, crus ou outranciers, peuvent surprendre ou même choquer les plus sensibles. C'est le concept même de la satire. Le but de ce podcast reste uniquement de divertir la plèbe de Savoie ou d'ailleurs. Si nos auditeurs apprécient ce ton cynique et excessif, c'est aussi parce qu'il est toujours accompagné d'une réflexion sincère et d'une envie constructive de répondre aux questions envoyées chaque semaine par email par les sujets du duché. Le duc, qui est un homme bon et juste, condamne toute forme de haine ou de discrimination, sous quelque forme que ce soit. Place maintenant à la sainte parole hebdomadaire. Le duc t'aime et veille sur toi. Bienvenue sur The Duke Connection. Je m'appelle Hugo Ferrari, duc de Savoie, autoproclamé depuis 2019, pratiquant d'ultra trail depuis 2014, speaker sur des événements sportifs depuis 2017, premier podcasteur course à pied depuis février 2018, organisateur d'un trail rassemblant 1800 participants depuis 2019 et enfin rédacteur web depuis 2020 sur le site duc-army.fr où vous retrouvez toutes, je dis bien toutes, les informations gravitant autour du trail. Allez, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce petit podcast numéro 385. Podcast numéro 385 avec une question existentielle qui m'a été suggérée par Benoît Chalin, que je dénonce donc. Est-ce que changer de slip, c'est le secret? Et oui, une question très intéressante de Benoît, voilà, à laquelle nous allons tenter de répondre, tenter d'apporter des éléments. Nous allons donc parler de slip, mais pas que. Mais pas que... Oula. Je suis ton père. Oh putain. J'ai allumé sans faire exprès mon sabre laser de couleur rouge. Bien sûr, l'an dernier j'avais un bleu, mais j'étais dans l'erreur. Pardon, j'essaye de pas trop le toucher pendant le podcast. Alors, d'un point de vue athlète, je fais ma petite intro, ma petite introduction. Je pète le feu. Je pète le feu, là, ça va bien. Évidemment, le trail du Ventoux, fin mars, a été un échec cuisant. J'ai réussi à revenir dessus sur mon site internet duc-army.fr, même si les raisons étaient assez évidentes. Eh bien, c'est vrai que j'ai décrit le cheminement mental qui m'a poussé à échouer, malgré que j'avais les cartes en main pour mieux faire. Et la revanche, un petit peu comme si c'était écrit, va se dérouler ce week-end, toujours sur le Ventoux, mais cette fois-ci, je l'affronterai sur un autre versant, puisque je vais le monter par l'arrière. Attention, on n'isole pas cette phrase. Malocène, il y a eu Bédouin, il y aura donc Malocène pour, cette fois-ci, le grand raid du Ventoux. Épreuve qui existe, elle aussi, depuis assez longtemps, mais qui était très, très intimiste. Et puis, l'an dernier, paf, Bayou TMB. Eh oui, elle est devenue Bayou TMB, donc là, forcément, un petit peu plus de monde. Aïe, 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 un petit peu plus de monde. Et par contre, un parcours qui sera du coup assez différent. En fait, la seule partie commune va être vraiment le passage au sommet et la redescente, où en fait je vais redescendre du Ventoux par là où je suis monté grossièrement au championnat de France. Voilà. Mais à part ce léger détail qui va m'occuper pendant une dizaine de kilomètres, le reste est différent, donc c'est très sympa. Ça permet de faire deux choses différentes. Et j'imagine que le sommet doit être quasiment dégagé de sa neige, et de toute façon, vu où on passe, ça n'est pas très grave. Bref, franchement, ça va super bien. Alors, je sais que j'ai dit ça avant les France également, mais là, ça va vraiment bien. Vous voyez comme je respire bien par le nez? Bon, donc là, aucun problème. J'ai fait le boulot, j'ai fait le taf, comme on dit. Et j'ai réussi, et ça, c'était pas très facile, à amener la forme, peut-être plutôt à la conserver, je ne sais pas comment on peut s'exprimer là-dessus, pour un mois après, essayer quand même de tenir la baraque. Alors,
je vais détailler un peu plus le parcours, le ravitaillement, l'éventuelle chaleur qu'il va y avoir sur cette course qui se déroule samedi pour moi, sur mon format. Je vais décrire ça vendredi en podcast sur mon site duc-army.fr. J'ai bien entendu fait un petit document avec le ravitaillement, où, quand, comment, les estimations horaires, le matos, les favoris, les forces en présence, etc. Mais aujourd'hui, podcast. Alors, d'un point de vue speaker, écoutez, je sors du trail du lac de Paladru, où ça s'est très très bien passé, mais c'est vrai que la météo nous a beaucoup aidé. Vraiment là, on a kiffé. Il a la panse bouffie. Et je reviendrai au micro le 9 mai pour le trail Saut-Buget, où je vais depuis 2018, et un retour sur une course très particulière, l'Ultra Tour du Maule, qui se déroule entre Bonneville, Marigné. De l'autre côté, c'est Saint-Jean, je sais plus. Cet Ultra Tour du Maule, en fait, a la particularité de changer un petit peu de date chaque année. C'est pour ça que j'y étais en 2022. Et vous voyez, je reviens en 2026, puisque il se balade au mois de mai. Et votre duc travaille sur de nombreux événements au mois de mai, donc parfois, malheureusement, ça passe un petit peu à la trappe pour animer ce très joli trail, mais c'était Alexis Rosset qui vous régalait ces dernières années, donc voilà. Et entre les deux, il y aura un trail du Niveau-les-Revards, où là, je fais partie de l'organisation en tant que président de l'association, mais attention, il ne faut pas s'y tromper. Je ne suis qu'un maillon parmi tant d'autres, et je n'ai bien entendu pas toutes les cartes en main pour cette organisation, et d'ailleurs tout ne repose pas sur moi. Il y a de nombreux bénévoles, et il y a surtout des bénévoles plus, les gens du bureau, comme on dit, qui y travaillent un petit peu aussi toute l'année, et à l'approche de l'événement, certains ont plus de responsabilités que d'autres, donc voilà, n'associez pas la réussite du trail Niveau-les-Revards uniquement à un homme, à son président, comme sur n'importe quelle autre course, puisque c'est le travail de absolument tous les bénévoles. D'ailleurs, on l'a bien vu au Trail du Ventoux, la qualité d'un événement peut être remise en question par la plèbe à cause d'une simple rubalise manquante, ou en trop, je ne sais pas comment on doit dire vraiment pour le Trail du Ventoux, mais un bénévole eût été à cet endroit à ce moment-là, c'était un non-sujet, personne ne se perdait, il n'était finalement pas là, certaines personnes sont perdues, et débat, machin, truc bidule. Au Niveau-les-Revards, on a eu aussi ce problème. Une fois, on devait barrer un chemin avec une rubalise. Le baliseur ne l'a pas fait, il n'a pas jugé ça nécessaire, malgré qu'on ait passé la consigne. Et paf, ça n'a pas raté, les coureurs sont perdus, donc malheureusement, ça tient à très peu de choses. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme actualité ? Je suis ton père. Pardon, j'ai rappuyé sans faire exprès sur mon sabre laser. Pas fait exprès. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme actualité ? Sur mon site internet, j'ai fait traîner une petite promotion là sur les maillots manches longues, parce que j'ai eu 34 ans, c'était donc mon anniversaire. Et j'ai fait 34%. Alors faire 34% sur le site, ça commence à être un peu dur. Du coup, j'ai choisi un objet, un item. Le maillot manche longue, puisque au printemps, c'est vrai que même si le t-shirt est souvent de rigueur, eh bien pour celles et ceux For sure. qui s'entraînent peut-être le soir, un peu tard, parce qu'ils travaillent. Alors, vous êtes peu nombreux à faire ça, mais il y en a quand même qui conservent encore un travail dans la France d'aujourd'hui. Eh bien, ou tôt le matin, ça marche aussi. Eh bien, le petit manche longue fait plaisir. Donc, je laisse traîner gentiment cette petite promotion de 34%. Sur le maillot manche longue, voilà, avec toujours des valeurs assez fortes, qui ne sont que très peu défendues par les gens sujets à l'écologie. Souvent, les gens vous parlent d'écologie avec un jean fabriqué au Vietnam, parce qu'ils achètent même pas un jean fabriqué aux US, c'est beaucoup trop cher pour eux. Un t-shirt fabriqué au Bangladesh, et vas-y, je te fais des discours. Alors que
sur ma boutique, il y a des vêtements fabriqués en France, et je prends un malin plaisir depuis 2-3 ans à découvrir tout un tas de sites internet, alors ils sont peu nombreux, à proposer de la fabrication française. Récemment, alors j'aurais pu attendre mon anniversaire, mais je me le suis offert finalement moi-même un peu plus tôt. Récemment, j'ai acheté un col roulé de fabrication française, qui est très beau d'ailleurs, il fait un peu Côte de Maille, il est marrant, il m'amuse beaucoup. Oui, je l'ai payé 110 euros, ou 105, enfin voilà, c'était un peu plus de 100 euros. C'est vrai que par rapport à un col roulé à 20 euros à H&M, il y a une différence. D'autres enseignes proposent aussi, j'ai au moins 3 sites internet là en tête, qui proposent des pulls, des t-shirts, très simples bien sûr, mais voilà. Vous faites votre part, comme ils disent. Et donc sur mon site internet, tous les vêtements, tout ce qui est en vente est fabriqué en France, même les compléments alimentaire Nutriting. Alors si le sourcing des matières premières, comme pour les t-shirts, le coton ne poussant pas en France, même si le sourcing des matières premières vient un petit peu de partout, in fine, la popote est faite en France, c'est emballé, pesé, certifié, légiféré, tout ce que vous voulez en France. On y appose d'ailleurs sur sur le safran, sur la spiruline, sur des trucs comme ça, sur le millepertuis, il y a un petit logo agriculture biologique, voilà, avec FR pour France. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme actualité ? J'avais pas grand-chose, je me suis beaucoup concentré justement sur le fait de nourrir mon site internet duc-army.fr. On avait la projection du film du Thor des glaciers avec Julien Collin, qui a quand même réalisé un truc impressionnant. J'étais au cinéma pour voir ça, même si sur mon site j'ai publié un lien YouTube. C'est très impressionnant, très très impressionnant. Thor des glaciers, putain, la vache, 450 bornes. Puis un terrain, un terrain où on peut pas utiliser de lumière rouge, parce que c'est beaucoup trop escarpé. Ouais, c'est impressionnant, c'était très impressionnant. On a eu ça, on a eu une prise de sang aussi, commentée bien sûr par mon nutritionniste Sébastien Diffenbrom, que vous sollicitez de plus en plus, que vous sollicitez même beaucoup trop, puisque maintenant il distribue des rendez-vous avec un délai de 2 mois. Il a presque failli pas pouvoir me faire mon plan nutrition pour le Ventoux. Donc voilà, je vais arrêter de vous donner des bons tuyaux comme ça, parce qu'après je me retrouve lésé. Voilà, tout un tas de choses comme ça qui ont fait passer le championnat de France très très vite pour m'amener à ce grand raid du Ventoux, où j'espère bien me venger, entre guillemets bien sûr, puisque les adversaires sont avant tout, déjà pour certains, sont des amis, et sont finalement une espèce d'excuse pour se tirer vers le haut et aller le plus vite possible vers la ligne d'arrivée, même si c'est un objectif un petit peu idiot dans le monde actuel qui ne sert pas à grand chose. C'est néanmoins l'objet de ces podcasts, progresser dans ce sport qui nous fait plaisir, c'est-à-dire le trail running. Je suis ton père. Même s'il est de couleur rouge, je range ce sabre laser. Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas trop d'actualité à vous proposer comme ça, et paf, l'actualité est arrivée à moi, puisque alors la surprise, la surprise était énorme. Lundi ou mardi, je ne sais plus, nous apprenions que nous apprenions que la lumière rouge existait sur les frontales et qu'il fallait l'utiliser sur une certaine portion de la course Ultra Trail du Mont Blanc. Alors je dis ça parce que ce qui est important, on m'a posé des questions par rapport à la TDS, la trace des Ducs de Savoie, et ce n'est pas concerné évidemment puisque le tracé n'est pas tout à fait le même. Voilà, donc pour vous résumer les choses, l'Ultra Trail du Mont Blanc part de Chamonix, fait le tour du Mont Blanc, en suivant le GR, le sentier de grande randonnée, qui s'appelle Tour du Mont Blanc, mais pas tout à fait, parce que le circuit Tour du Mont Blanc fait 152 km, et l'UTMB fait 176 km. Donc on a des sortes de déviations, comme ça, à certains endroits, et il y a un endroit où on ne peut pas trop dévier,
c'est justement sur la portion de Notre-Dame de la Gorge au col du Bonhomme, puisque si vous déviez, regardez ça, je suis une machine. Je vais faire un placement de produit tout en vous expliquant la déviation. Placement de produit parce que je me saisis de mon téléphone à l'instant même où je vous parle et je me rends sur l'application Sunto. Voilà, Sunto qui est un partenaire du Duc. Sunto qui d'ailleurs propose des codes promo. Alors, pas forcément à vous qui m'écoutez, mais aux gens qui sont abonnés à mon site internet. Et si vous étiez abonné, vous le sauriez. Donc je vais tracer en direct live sur mon application Sunto le parcours. Merde. La montre se synchronise. Ah non, mais j'ai perdu le Wi-Fi, pardon. J'ai perdu ça passe en 4G. Aïe, aïe, aïe. En plein podcast, je perds le Wi-Fi. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Quelle indignité. C'est bon, j'ai retrouvé. Donc, je vous trace. Je pars de Notre-Dame de la Gorge. Hop, c'est là. Et je vais... Alors, je traverse toute la vallée. Et je vais au col du Bonhomme. 7,7 km, 1100 mètres de dénivelé. D'accord ? Bon, il y en a même un peu plus parce que j'étais pas tout à fait en bas. Bon, allez, il doit y avoir 1150. Et là, vous êtes dans la réserve naturelle de... Attendez, est-ce que c'est un nom ? Parce que j'ai un document Word de 7 pages pour parler de cette lumière rouge, justement. On pensait que j'allais survoler le sujet et... Bon, ouais, c'est une des 7 réserves naturelles de Haute-Savoie. Bref, j'ai pas le nom précis. Je suis pas attardé là-dessus. Et si vous voulez contourner ce passage, donc au lieu de faire 7,8 km et 1150 mètres d'ascension, vous devez faire le chemin de la TDS à l'envers, c'est-à-dire monter au col du Joly. Hop là. Ah, attendez, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, le col du Joly, pardon. Vous montez au col du Joly, donc là vous êtes déjà... Ah, on peut couper là, qu'est-ce qu'il m'a fait là ? Ouais, allez, on coupe ici là. Hop. Attendez, je mets la carte de chaleur, j'ai un léger doute quand même si on peut couper ici. Ah si, on peut. On peut. Alors, voilà, je vais juste décaler le point de départ. Ah, c'est bon. On coupe ici, donc là on monte vraiment de manière extrêmement directe en haut du col du Joly. Attends, je me rappelle plus exactement où il est. Je zoome un petit peu. Je fais du zoom. Hop, zoom. Il est là. Tac. Hop, col du Joly. Magnifique. Très beau. Très beau. Oh non, attendez, on va faire mieux. On va passer... Ah, mais est-ce que la réserve... Il faut que je regarde. Réserve naturelle de Notre-Dame de la Gorge. Je sais pas si c'est ce nom-là. Ah, la réserve naturelle. Hop, ouais. Seul espace protégé du massif du Mont Blanc depuis 1979. Putain, c'est le seul. Ah ça fait quand même un peu chier. Hein. C'est vrai. Ah, je vois qu'il y a quand même des habitations insolites dedans. Bon, bref. Passe après. Est-ce qu'on a une petite carte ? Non, pas de petite carte. Alors, carte de la réserve naturelle de Notre-Dame de la Gorge. Pas de carte, hein. Alors, carte réserve naturelle nationale des Contamines Montjoie. Voilà, ça c'est mieux ça. J'ai la carte. Alors, j'ai la carte. Ah ok, donc c'est le rouge qui est ici. Bah c'est tout petit, ça va pas jusqu'au col du Bonhomme. Qu'est-ce que c'est que ça ? On nous aurait menti.
Ouais, ça va pas jusqu'au col du bonhomme, ça. Un petit machin, là, comme ça, là. Hein. Alors. Oula, j'ai un PDF sur le site du gouvernement. Oulala, putain, c'est du sérieux, hein. À tout moment, il y a Manuel Valls qui arrive. Ah, c'est un beau PDF, ça. Ah, magnifique. Très beau. Eh oui, on a les réserves naturelles. Oh là là, dis donc, mais j'ai l'impression que le trail des aiguilles rouges passe dans des réserves naturelles, j'espère que... Ah oui, voilà, là c'est ce qui me semblait, elle est beaucoup plus grosse là, la réserve. Voilà, là c'est cohérent là. Ouais, donc je peux pas mettre ma frontale ici, il faut que j'attaque le bonhomme par là. Ouais, je peux pas revenir, ok. D'accord, je vois comment tracer. Donc il faut que je descende le col du Joly et que je reste en fait à gauche du col de la fenêtre. Ouais, c'est ça. Bon, à la limite, on peut dire que là, on est en bordure, on va s'autoriser à y passer. On va dire qu'on est en bon terme avec eux. Hop. Et le col du bonhomme, il est... Ah, il est là. Très bien. Très, très bien. Et du coup, il faut descendre à la gîte. Oh, putain. Remonter ici pour prendre... Voilà. Et donc... Ok, donc là c'est bon, je suis remonté à mon col du bonhomme. 19 km et 2000 mètres de dénivelé. Donc ça ajouterait 12 km. 11,6 exactement. Ça ajouterait 11,6 km et 900 mètres de dénivelé. C'est pas déconnant, hein. Je pense qu'on peut tourner autour de cette... Bah, ça changerait, hein. Franchement. Ça ajoute une grosse descente, là, sur la gîte, en plus, c'est sympa. Tu peux ravitailler en haut du col du Joly, parce qu'il y a une route et un restaurant. D'ailleurs, il y a le ravito de la TDS, donc on peut en profiter. Alors, ce sera pas autorisé à l'assistance, hein, évidemment, mais ça joue. Tu ravitailles en haut du col du Joly, puis après, bah, il te reste la section pour aller au col de la Croix du Bonhomme. Ouais, ça peut être un peu long jusqu'au Chapieux, mais après tout, c'est de l'ultra-trail. Hein. Les gens, faut qu'ils aient... voilà, hein, ça c'est sûr, les premiers avec leurs 2 flasques, qui vont prendre un petit tarif, mais... Ah, ce serait intéressant, voilà. Alors vous allez me dire, ouais, Hugo, mais putain, pourquoi tu veux contourner la réserve? Oui, c'est une bonne question, ça. Parce que cette histoire de lumière rouge, finalement, on va pouvoir se pencher, hein, bien sûr, sur ce qui est proposé comme justification pour enlever cette lumière rouge, et ça ne découle pas d'une folie. Voilà, il y a une justification. Mais finalement, l'UTMB existe depuis 2003. Le nombre de participants est stable depuis 2021, 2019. Je sais pas. Il varie plus beaucoup quand même. On a passé les 2000 ou 2500. Enfin, en tout cas, ces 3-4 dernières années, c'était pareil. Peut-être qu'en 2019, c'était 1800. Et on voit qu'en 2026, il va falloir se passer de la frontale dans cette réserve naturelle des Contamines Montjoie, parce que la lumière blanche fait peur aux animaux. Au même titre que les gens moches. La lumière blanche fait peur aux animaux, donc on perturbe la faune avec notre lumière blanche qui est trop forte, je simplifie. Et du coup, comme c'est une réserve naturelle, c'est un petit peu le seul endroit où ils peuvent se réfugier, entre guillemets. Et oui, puisqu'autour on a fait des pistes de ski. Comme c'est le seul endroit où ils peuvent un petit peu se réfugier, voilà, il faut pas les déranger. Et c'est tout à fait compréhensible. On se dit, bah ouais, c'est logique. Mais du coup, depuis 2003, date du premier UTMB, on dérange les animaux, pendant 23 ans, on n'a rien fait, et là, on va agir pour la première fois. C'est-à-dire que moi, en tant que participant, à l'insu de mon plein gré, parce que je n'étais pas conscient de ça, j'ai mis en danger des animaux. Je me suis peut-être trouvé être le responsable d'un meurtre. Un animal qui se tue parce qu'il a été ébloui par ma frontale. Imaginez, je suis là en train de monter le chemin, hop, j'ai mes petits bâtons, tac, je marche.
D'un coup, ma frontale croise le regard d'un lapin, et paf, il fait un AVC. C'est fou, putain. Oh, j'ai participé 7 fois à ce massacre. Alors Dieu merci, maintenant avec la frontale rouge, ça ne va plus arriver, mais voilà. Donc voilà, ce que l'UTMB propose, c'est de dire, on traverse la réserve naturelle, et bien écoutez, cette année, au lieu de le faire avec votre frontale un peu classique, vous allez la passer en lumière rouge, et vous allez traverser comme ça. Alors, en lumière rouge, on voit rien. Vous allez me dire, c'est emmerdant de nuit quand même. Le but d'une frontale n'est-il pas d'éclairer? Effectivement, son but premier était d'éclairer le sentier. D'ailleurs, alors l'UTMB nous rassure. L'organisation de l'UTMB nous rassure, et ils ont bien raison, parce qu'on a peur. D'un coup, on se dit, oulala, plus de frontale, lumière rouge, qu'est-ce que c'est que ça? Comment on la met? Comment on l'allume? Est-ce que ça existe? Est-ce que ma frontale en est dotée? Est-ce que je vais devoir racheter une frontale? Quand même un certain coût. Bon, quand ils ont parlé des frontales pectorales, j'ai quand même rigolé un peu, mais... Et j'imaginais Jim avec une frontale pectorale, tu vois, je me suis dit, putain, il serait beau comme tout, ce serait quand même dommage de se priver de ce spectacle absolument ravissant. Bref. Et alors, ils nous ont rassurés. Ils ont dit, ah, mais vous inquiétez pas, le chemin est pas très dur, et puis il y aura du balisage adapté. On dit, ah bon, balisage adapté à la lumière rouge, putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une invention soudaine, mon Dieu. Et donc, apparemment... ça ne poserait pas de problème. Voilà, vous n'allez pas tomber, vous n'allez pas taper le pied dans un caillou pour vous enculer l'ongle du gros orteil, vous n'allez pas vous tordre la cheville sur les cailloux roulants du col du bonhomme, parce que si vous connaissez pas cet endroit, vous avez tendance à penser, en lisant le communiqué du TMB Group, que c'est quasiment une route en fait, et que vous allez monter avec une faible luminosité et que tout va bien se passer. En fait, pas du tout. Quand vous quittez Notre-Dame de la Gorge, certes, c'est un chemin assez facile, un chemin où on peut même monter en pick-up, d'ailleurs. Sachez que l'an dernier, le ravitaillement a été retiré à la Balme. Toujours avec un petit peu les mêmes demandes, hein, celles de la réserve, en me disant, voilà, votre ravitaillement, il a trop de lumière, il fait trop de bruit, les coureurs s'arrêtent, enfin voilà, ils avaient énuméré un tas de... pour dire, il faut plus mettre ce ravitaillement-là. Comme il n'est pas vital... Mais la vie est-elle vitale? On peut s'interroger aussi. J'étais une bête en philosophie au lycée, qu'on peut s'interroger du coup. Parce qu'à ce compte-là, on peut supprimer la course en fait. Et donc on avait fait retirer le ravitaillement l'an dernier, et puis cette année, il faut retirer les frontales. Voilà, nouvelle lubie. Mais le pick-up des secouristes, lui, continuait à monter grâce au diesel, ou à l'essence, je ne sais pas, je ne suis pas allé vérifier. Mais le pick-up des secouristes, et je crois qu'ils étaient 2 d'ailleurs, j'ai un doute, s'ils étaient 1 ou 2 pick-up, montaient quand même au niveau de la Balme, au niveau du refuge, là où il y a un point d'eau, c'est vrai. Et le pick-up stationnait, moteur allumé, pour ne pas que les secouristes prennent froid à l'intérieur de ce pick-up. Tout cela grâce au gasoil. Et les phares étaient allumés pour voir passer les participants. Alors je ne sais pas si le pick-up va à nouveau avoir le droit de monter à la Balme, va à nouveau avoir le droit de stationner moteur allumé, va à nouveau avoir le droit, rendez-vous compte, d'allumer ses phares. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le niveau de violence pour la faune. C'est-à-dire que, certes, vous avez 2500 coureurs qui passent majoritairement en marchant, mais vous avez un espèce d'énorme Dodge Ram, non c'est pas vrai, il passerait pas, mais vous avez un pick-up, comme ça, qui arrive. Ah, c'est dommage, je vous ai pas mis le son du pick-up sur ma petite boîte, là. Et vous avez un pick-up qui stationne, comme ça, à 1600 mètres d'altitude, en pleine réserve naturelle. Moteur allumé, phare allumé, braqué sur les participants. Vous vous rendez compte, si une biche passe ici, paf, elle se fait tout de suite harakiri, quoi, par les lampes. Mais il faut retirer la frontale au courant. Donc si vous avez emprunté ce chemin, vous vous rendez compte
qu'il est très facile jusqu'au ravitaillement de la Balme. D'ailleurs, il fait pas vraiment que monter à des moments, il y a des petits replats, et du coup, à mon modeste niveau, hein, quand j'arrive à la Balme, je suis, je sais pas, 60, 70e, 80e, je suis plus vers la 100e place que vers la 50e, enfin je suis un peu entre les deux, on va dire. Donc je suis pas à l'avant de la course, mais je suis pas très loin non plus. Et ben on va dire que le top 100, peut-être même le top 200, parce qu'on est tous serrés à ce moment-là, trottine un petit peu. Alors trottiner quand il voit que dalle avec ta lampe rouge, bon... Mais le problème est quand tu passes ce refuge de la Balme. Parce que quand tu passes le refuge de la Balme, t'arrives vraiment dans la haute altitude, donc t'es au-dessus de 1600 mètres d'altitude, et tu vas aller jusqu'au col du Bonhomme, qui est, de mémoire, à 2300 et des brouettes. Et en fait, plus tu montes, plus tu es dans un... Tu sens que les pierres ont bougé tout l'été, il y a eu des chutes de pierres, il y a pas mal de cailloux qui ont raviné, avec la fonte des neiges, qui est peut-être encore active à ce moment-là, suivant l'hiver qu'on a eu. Il y a un petit torrent qui s'écoule, alors il est plus ou moins gros, hein, toujours suivant la quantité de neige qu'il y a eu l'hiver et comment elles font. Et il y a tout ça qui fait que, ben voilà, à 2-3 moments, vous évitez un peu le torrent. Si c'est très humide, vous évitez aussi des flaques d'eau. Tout ça grâce à votre lumière blanche. Comme à des moments c'est un petit peu plat, vous trottinez un petit peu au milieu des cailloux parce que le ruisseau s'est étendu, les cailloux se sont étendus, donc vous marchez un peu dessus, enfin vous trottinez un peu dessus, et tout ça me laisse à penser que c'est quand même pas très facile avec une lumière rouge. Et je suppose d'ailleurs que la tête de course, certes marche à la fin parce que c'est très raide, mais sur la montée doit courir sans doute 50-70%. Je sais pas si Nicolas Martin et Thibaut Garivier écouteront mon podcast. Je sais que beaucoup de coureurs élites m'envoient parfois des messages parce que je les amuse beaucoup, mais je note pas systématiquement les noms de ceux qui écoutent et qui pourront peut-être me renseigner sur le rythme du peloton, de l'avant de la course, le groupe de tête. À ce niveau-là, peut-être Théo Détienne l'an dernier. Je pense que ça court beaucoup parce que moi, je vois que j'arrive à relancer à certains moments. Et j'imagine ces gens-là avec... pour Théo Détienne, c'est une VMA de 23,5 km/h. J'imagine ces gens-là avec une lumière rouge. Voilà. Mais peut-être qu'au sein du TMB Group, il y a des employés qui ont une VMA de 23 km/h, eux aussi, qui vont pouvoir tester, justement, si c'est sécuritaire de courir à ces endroits-là avec la lumière rouge. Voilà. Peut-être, d'ailleurs, faudrait-il le tester sous l'orage. Puisque l'an dernier, quand on est arrivé au col du Bonhomme, il pleuvait gros comme le pouce, on avait la veste, on avait mis tous les vêtements, j'avais pas mis le pantalon de pluie, mais vous voyez, on était vraiment sous toutes nos couches de vêtements, et puis c'est vrai que du coup, on mettait la frontale un petit peu au maximum pour essayer d'y voir quelque chose entre la capuche de la veste qui avait tendance à se baisser par-dessus, puis ça nous arrangeait pour nous protéger de la pluie, mais en même temps le faisceau lumineux qui devait passer pour qu'on voit quelque chose. Et puis même si on était un petit peu trempé, on avait envie d'éviter les flaques, donc on regardait un petit peu nos pieds aussi, mais grâce à la lumière, hein, encore une fois. Donc voilà, pas mal de questions qui se posent, mais avant cela, nous allons regarder un petit peu pourquoi il faut utiliser une lumière rouge plutôt qu'une lumière blanche pour ne pas gêner les animaux. Alors, le communiqué de l'UTMB, c'est de vous dire: le comité scientifique des réserves naturelles de Haute-Savoie a produit une note de synthèse des recherches scientifiques sur les impacts de la lumière artificielle nocturne sur la faune sauvage. Alors, le comité scientifique des réserves naturelles de Haute-Savoie, c'est 30 personnes. J'ai trouvé leur nom et leur emploi à ces 30 personnes. Je les ai listés sur un document Word que je pourrais envoyer aux gens qui sont abonnés à mon site. Vous m'envoyez un message, je vérifie si vous êtes un patriote et je vous envoie ce petit document de synthèse où on retrouve des gens qui ont une qualification un peu bizarre, mais on retrouve aussi des gens un peu plus normaux avec des chercheurs du CNRS. J'ai même les différents laboratoires dans lesquels ils travaillent, puisque le CNRS c'est un petit peu plus générique. On retrouve des gens de l'université de Savoie-Mont-Blanc, on retrouve des gens de l'INRA, on retrouve beaucoup de gens, mais sans doute très intéressants. Mais je pense que quand il y a des décisions qui sont prises comme ça, c'est intéressant de voir qui décide.
Et dans ces 30 personnes, j'en ai identifié une, je sais qu'elle est foncièrement anti-UTMB. Elle déteste l'événement. Je le sais. Alors, je ne vous dirai pas qui c'est non plus. Je ne vous dirai pas si c'est un homme ou une femme. Je ne vous dirai pas son métier, puisque il a renseigné une activité, mais il n'a pas cité toutes ses activités, il ou elle, parce qu'il y a quasiment autant de femmes que d'hommes. Enfin, je n'ai pas compté, mais oui, ça doit être ça. Oui, je vois les prénoms. Et dans ce comité... Voilà, alors, le comité, il y a quoi? Il y a un bureau coordination, il y a des experts scientifiques, il y a les représentants d'organismes spécialisés, conservateurs et experts techniques, il y a plusieurs... Voilà. Mais c'est hyper bien foutu, hein, c'est vraiment... J'ai passé la journée. Hein. C'est hyper bien foutu, et c'est d'ailleurs très important d'avoir ces gens-là parmi nous, puisque grâce à eux, ou du moins leurs ancêtres, ou du moins d'autres... j'allais dire militants, mais oui, un petit peu... Eh bien, grâce au travail de ces gens-là, les domaines skiables ont plus ou moins cessé leur expansion. Et quand on a créé les domaines skiables, voilà, il n'y a qu'à regarder une remontée mécanique pour comprendre qu'on a totalement enculé la faune et la flore à ce moment-là. Alors, c'était une autre époque, les remontées mécaniques et les domaines skiables ont été créés un petit peu après les années 60. C'était une époque où tout était possible, on bâtissait des routes absolument n'importe où, on a bâti des villes entières dans la montagne, enfin voilà, Val Thorens, Tignes, Courchevel, alors Val d'Isère, il y avait peut-être déjà un village, je ne suis pas intéressé à l'histoire de tout, mais Avoria, voilà, les grands bâtiments à Avoria, Corbel dans la Maurienne, voilà, c'est une époque où on construisait, il n'y avait pas de limite, et heureusement, des gens sont venus imposer des limites. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, Tignes, on a dit stop, vous arrêtez de construire autour, parce que en fait, autour, c'est le parc national de la Vanoise, vous n'y foutez pas les pieds. Et donc, merci à tous ces gens-là qui ont réussi à stopper l'industrie du ski avant qu'elle bousille vraiment tout. Elle en a déjà fait bien assez, même si je ne nie pas l'intérêt du ski pour faire découvrir la montagne l'hiver à tout un tas de citadins qui, une fois qu'ils reviennent chez eux, ont des souvenirs plein la tête, ont découvert cette montagne, ont passé du bon temps dans cette montagne et se disent « Ah, ce serait sympa d'arriver à la préserver, tout du moins d'en faire le maximum, parce que ce que j'ai vécu cette semaine au ski, j'ai envie que mes enfants le vivent aussi plus tard. » Bon, je doute que ce soit possible, mais vous comprenez l'idée. Et voilà, en tout cas, j'ai trouvé toutes les personnes du comité scientifique des réserves naturelles de Haute-Savoie qui ont produit une note de synthèse. Ça fait très cabinet McKinsey pendant le Covid quand on lit ça. Donc il en ressort de la note de synthèse que la lumière artificielle nocturne constitue un facteur important de perturbation écologique, affectant de nombreux processus biologiques tels que les rythmes circadiens, le comportement ou la reproduction. Et ça, en fait, vous le savez tous, parce que vous avez tous fait l'expérience, en tant qu'humain, mais ça marche de la même manière sur les animaux. Il est 20h, vous venez de finir de manger, vous jouez aux dames, vous jouez au Uno, vous lisez un livre, la lumière est tamisée, la lumière baisse un petit peu, vous bâillez, vous vous endormez. Et il est 22h. Génial! Génial! La même soirée, vous finissez de bouffer, il est 20h, vous êtes au resto avec des amis, il y a des lampes un peu partout, sur le Uber qui vous ramène chez vous, vous scrollez votre téléphone, une fois arrivé chez vous, vous regardez encore votre téléphone, vous avez la lumière du hall d'entrée qui s'est allumée en arrivant, etc., etc. Vous n'y trouvez pas le sommeil. Vous avez tous fait cette expérience-là. Voilà, vous êtes là en train de... Alors des fois on s'endort d'épuisement, mais... vous trouvez pas vraiment le sommeil, comme si vous passiez une soirée plutôt calme avec une lumière qui diminue au fur et à mesure du temps. Eh bien, ce que nous dit ce comité scientifique, c'est qu'il se passe la même chose pour les animaux. Et on les croit. C'est vrai. C'est vrai. Alors, ça fait toujours intelligent. L'UTMB cite, ou la note de synthèse relayée par l'UTMB cite 6 études. Et donc, je les ai lues. Enfin, je les ai lus. Je les ai mises
dans un outil d'intelligence artificielle qui est un petit peu plus développé que... Je sais pas, vous êtes quoi? Vous êtes un peu bête, vous utilisez ChatGPT, j'imagine. Bon. Voilà. Une IA correcte, ça se paye. Bref. Donc je les ai mis, voilà, pour que ce soit traduit, propre et tout. J'ai demandé à l'IA de me faire des petites synthèses pour que je puisse lire ça un peu plus vite quand même. Et sur les 6 études, alors globalement, elles disent toutes un peu la même chose. Celle qui est intéressante, c'est celle de Gaston, là, 2015. Mais on va les détailler parce qu'en fait c'est intéressant, il y a plusieurs choses. Celle de Gaston en 2005 prouve justement que vous perturbez la faune si vous allumez avec votre lumière blanche. Mais il y a d'autres études les autres études, quand on les lit, elles parlent aussi du rayonnement des villes. Ça, vous en avez tous fait l'expérience, quand vous êtes allé vous entraîner tard le soir, ou que vous avez fait une sortie longue, un petit peu de nuit pour vous tester avant un ultra, parce que vous aviez peut-être jamais fait ça. Vous arrivez en haut d'une montagne, vous regardez la ville et vous faites « Ouah, putain, mais qu'est-ce que c'est éclairé ?» Les photographes le font souvent. Je prends l'exemple de Grenoble, qui est pas très loin de chez moi, donc ils montent, je sais pas moi, en haut de la Dent de Croll ou en haut de Chamchaude, et ils prennent une photo sans viser la ville, mais plutôt droite devant eux, en visant l'horizon, et on voit que la ville crée un halo de lumière tout autour. Et donc, grossièrement, les études qui sont proposées par le poste du TMB Group, c'est aussi de parler de ce halo lumineux des villes qui tend à écarter la faune des villes ou à perturber leur comportement, parce qu'en fait, les animaux savent pas si c'est le jour ou la nuit, s'il faut dormir, pas dormir, etc., etc. La maman du marcassin, si tu veux, elle arrive pas vers lui pour lui lire une histoire et lui faire bon Brutus, maintenant c'est l'heure de dormir, elle lui fait un bisou sur la joue et l'autre il s'endort sous la couette. Non, c'est plus instinctif. Et en lisant ces études, justement, on pourrait aussi, même si personne ne le fait, c'est toujours pour mettre la petite pique, c'est pour les mêmes personnes qui te font la morale alors qu'ils ont des vêtements made in China. Et ils te font la morale pour des frontales dans la forêt, puis quand la ville s'agrandit, en fait, il n'y a plus de morale, tu vois. Il y a plus de débat, il y a pas de manifestation, il y a même pas d'appel à manifester. Encore, les mecs feraient une manifestation, ils seraient 15 kikis et ils abandonneraient. Mais c'est-à-dire que maintenant, vous créez dans toutes les villes, en tout cas où je suis, Chambéry, Annecy, des énormes résidences, des barres d'immeubles. Des barres d'immeubles se créent en face de chez moi, en pleine forêt, à la fin de la ville du Bourget-du-Lac, qui touche la commune de la Serra ou de la Motte-Servolex, on est un peu entre les trois. Il y a une route qui sort en pleine forêt, les mecs ont créé 6 barres d'immeubles d'une dizaine d'étages. Je les ai en face de ma fenêtre. C'est immonde. Et là, il n'y a pas eu de manifestation, le maire a fait ça tranquille, il n'y a pas eu de comité scientifique, personne n'a râlé, quoi. On a amené les engins, on a fait les fondations, on a mis le béton et tout. Donc non seulement c'est dégueulasse, non seulement on a bousillé la flore sur laquelle on fait des fondations, parce que vous enlevez l'herbe, la terre, donc tout ce qui est insectes, etc. Parce que quand on lit les études proposées par l'UTMB, ceux qui sont le plus touchés, parce qu'après j'ai demandé un peu, j'ai dit quelle espèce a disparu, etc. Ceux qui sont le plus touchés, c'est aussi les insectes. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi les insectes je m'en branle. Ouais, c'est pas très sympa, mais je comprends. En fait, les insectes servent de nourriture à leurs prédateurs, donc les mammifères un peu plus gros, et du coup mammifères. Et du coup, ces animaux un peu plus gros, donc par exemple, si je vous dis, les lapins ont disparu, vous êtes triste, parce que les lapins, vous aimez bien, c'était joli. Les animaux un peu plus gros, comme ils ont plus à bouffer, ils ont plus les insectes qu'ils bouffaient avant, pareil, ils se barrent. Donc la question se pose dans cette réserve naturelle. Forcément, on a réussi à préserver ça, là, c'est sur une carte, c'est cartographié, c'est une réserve naturelle, on essaye de faire tout bien dans la réserve. Donc je peux comprendre qu'on dise, les gars, attendez, on va essayer de trouver des mesures un peu plus cool pour passer et pourquoi pas utiliser la lampe frontale rouge. C'est pour ça que, et retenez bien ça, je ne suis pas totalement opposé au fait de passer avec la frontale en rouge,
De toute manière, si c'est un point de règlement, ben, je le respecterai, hein, évidemment. Mais moi, je trouve pas ça complètement débile ou voilà, parce que il y a la propriété privée. C'est-à-dire que il y a une réserve naturelle qui a été créée avant l'UTMB. Et l'UTMB traverse cette réserve naturelle. Donc quelque part, si l'UTMB veut traverser cette réserve naturelle, l'UTMB doit se plier aux règles de la réserve naturelle. Donc moi, je trouve ça finalement logique que l'on passe avec la frontale en mode rouge si la réserve naturelle estime qu'il faut passer en mode rouge. Et finalement, alors j'ai fait quelques blagues bien sûr sur le fait de voilà, c'est un peu grossier de passer en rouge, ça fait rigoler, c'est nouveau, on a envie de se moquer, etc. J'ai fait 25 000 blagues sur Instagram parce que bah il faut aussi en rire un petit peu. Mais d'un point de vue, voilà, je trouve que ben on est chez eux dans leur réserve naturelle, ils ont réussi à la protéger. On va respecter ce qu'ils demandent. Mais je vais vous amener à la réflexion sur pourquoi c'est une mauvaise décision, même si je comprends que, par rapport à la réserve, c'est important de respecter. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une mauvaise décision. Alors on peut parler, ouais, je vous ai dit, voilà, le sentier est un peu technique, va falloir faire attention. C'est vrai que ça, j'attends de voir, tu vois, si c'est vraiment merdique ou pas. Bon, on va voir. Alors, peut-être qu'on aura le droit de la rallumer à la fin de la montée. Voilà, ça, je pense que c'est encore à définir. Ouais, je chipotais, mais allez faire la montée du col du Bonhomme. Déjà, c'est très beau. C'est une très belle randonnée. Et vous allez voir, il y a pas mal de cailloux. Je l'avais fait en descente une fois. Putain, qu'est-ce que c'est chiant. Voilà. Mais je vais vous amener sur le problème de cette mesure, parce que vous êtes d'accord avec moi que c'est une nouvelle mesure, on ne l'a jamais vue en trail. Ça n'est jamais arrivé. Je vais sur des événements de course nature depuis 2002, suivre mon père, ma mère, qui ont fait 6000D, Ultra Tour du Beaufortin, des choses comme ça, qui passent dans des beaux endroits, pas forcément dans des réserves naturelles, j'en sais rien. Je n'ai jamais vu une lampe frontale rouge. Alors par contre, on a vu l'évolution des lampes frontales. C'est-à-dire qu'en 2002, ou même moi, quand j'ai commencé en 2014, alors t'avais le modèle Petzl qui crachait un peu en termes de luminosité, mais la batterie s'essoufflait vite, et puis voilà. Alors que maintenant, bon, avec ma Gollum, déjà j'éclaire un max, et la batterie dure quasiment toute la nuit. Enfin, c'est incroyable. Donc je suis d'accord que les frontales ont un petit peu évolué aussi. Elles sont beaucoup plus fortes maintenant. Mais le fait de demander une lumière rouge est une première. C'est une première. Et le problème de ça, c'est que ça va faire un petit peu cas de jurisprudence pour ouvrir la boîte de Pandore et demander tout et n'importe quoi aux organisations. Donc, attention à bien discerner deux choses. On laisse sur le côté la lumière rouge imposée par la réserve dans le cadre de l'UTMB, qui est une règle de la réserve que l'on va respecter. Et maintenant, on va se pencher sur ce que vont penser les autres régions, les autres territoires de cette décision. En fait, il va y avoir un énorme amalgame qui va être fait, c'est-à-dire que pour beaucoup de gens, ils vont se dire « Ouais, ben en fait, la nuit, il faut pas éclairer, il faut éclairer qu'avec la lumière rouge. » Et donc, tout un tas d'autres trails vont, dans un futur plus ou moins proche, attention, Nostradadux s'exprime. Je rappelle que j'avais prédit... J'adore dire ça. For sure. Je rappelle que j'avais prédit le PPS payant. Bon, je savais également pour le changement de team de Mathieu Blanchard, mais ça s'appelle uniquement avoir des relations. Même si certains athlètes de Kalenji le savaient encore bien avant moi. Ouais, donc en fait, quand je vois en tant qu'organisateur la complexification du dossier qu'on doit fournir à la sous-préfecture, qui grossit chaque année, avec une complexité administrative qui fait que cette année, en fait, on est obligé d'expliquer à des mairies
comment valider leur partie du dossier sur le site de la sous-préfecture. Je suis obligé, alors, c'est pas moi qui le fais, j'ai délégué cette partie à une personne très particulière. On fera peut-être un podcast ensemble, parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet. C'est-à-dire que maintenant, il faut appeler les mairies pour leur demander de se rendre sur une plateforme bien spécifique. Certains ont l'habitude, d'autres n'ont pas l'habitude, et de renseigner correctement les avis. Ils peuvent plus simplement méditer un papier, le signer, me le donner. Et je vous dis ça, mais je pourrais vous donner 15 mesures supplémentaires qui font que la question « le trail a-t-il changé ?» Déjà, oui, la manière d'organiser a changé, puisque maintenant, d'un point de vue administratif, et c'est là où on kiffe la France, d'un point de vue administratif, tout a grossi, mais à un niveau où si vous n'êtes pas organisateur, vous pouvez pas comprendre. D'ailleurs, qui c'est qui m'a encore envoyé des messages en début de semaine pour me parler de ça ? Quelqu'un qui organise plusieurs courses et qui voit des disparités entre les différents dossiers des départements. C'est-à-dire que il n'y a pas un dossier pour les manifestations sportives, il y a différentes demandes pour les départements. Tout le monde n'a pas les mêmes attentes, et quand vous chevauchez plusieurs départements, là vous êtes un malade, vous êtes un fou. Fuyez, pauvre fou. Donc tout ça pour dire que le fait d'imposer cette lumière rouge dans la montée du col du Bonhomme à l'UTMB va donner des idées à tout un tas de personnes bizarres qui vont vouloir l'appliquer de leur côté, alors que ça n'est pas forcément applicable ni nécessaire. Là, il faut bien comprendre qu'on traverse une réserve naturelle, c'est un petit peu, si vous voulez, je caricature, mais c'est un peu un refuge pour animaux, c'est-à-dire que du côté de Chamonix, on a construit des télécabines, on a construit des télésièges, on a d'ailleurs reconstruit pour le rendre encore plus gros, encore plus fonctionnel, et pour qu'il aille encore plus haut, c'est-à-dire il s'arrête même sur un glacier. Donc là, c'est du côté d'Argentière, et plus de Chamonix, un télécabine. Bon, là, on n'a pas... Voilà, les associations écolos pas trop fait de bruit, parce que, finalement, une association comme ça, avec pour but l'écologie, reçoit des subventions publiques. Et si vous êtes un peu trop véhément avec la mairie, la région, le conseil départemental, etc., si vous êtes un peu trop casse-couille, donc, traduisons, si vous voulez porter atteinte au business du ski, ce qu'on appelle l'or blanc chez nous, il se peut qu'un jour on vous coupe vos subventions. Et si vous êtes salarié dans votre association entre guillemets écolo, couper les subventions, ça veut dire mettre un stop à votre travail. Et personne ne veut qu'on lui coupe ses subventions. Donc il faut bien entendu respecter les ordres de la commandanture. Du coup, je me suis perdu un peu. Ouais. En fait, ce qui me fait peur en tant qu'organisateur, en tant que coureur, si vous voulez, c'est un non-sujet. J'arrive en bas de Notre-Dame-de-la-Gorge, je passe ma frontale Gollum, hop, placement de produit en mode lumineux rouge. J'y verrai peut-être pas grand-chose, mais je vais me démerder. Et j'arriverai en haut. Voilà, j'y suis arrivé cette année sous l'orage. L'an prochain, il faudra le faire avec une lampe frontale un peu qui éclaire pas trop. C'est pas grave, je vais y arriver. Mais, donc en tant que coureur, non-sujet, quoi, pas peur. Point de règlement, tac, j'applique, je respecte, hop, terminé. Mais en tant qu'organisateur, je me dis, merde, mais qu'est-ce qui va m'arriver à moi ? Alors moi, j'organise pas de course nocturne. Mais comme je suis speaker sur environ 35 événements par an, et qu'il y en a beaucoup qui se déroulent de nuit, alors on peut citer la Montagnarde à Saint-Gervais, la Maxi Race. La Maxi Race est beaucoup embêtée. Pourtant, je crois pas qu'il y ait de réserve naturelle sur son parcours. Qu'est-ce que j'anime encore d'autre comme course de nuit ? Oui, à Paladru, il y avait un petit peu de nuit, mais c'était léger. Enfin, si, il y avait une nocturne. Voilà, j'ai régulièrement quelques courses de nuit que j'anime. Et qu'est-ce qu'on va demander à ces organisateurs ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des sous-préfectures, des mairies qui vont les forcer à utiliser de la lampe rouge dans des endroits qui sont pas faits pour ? Parce que là, l'UTMB, coup de bol, le passage dans la réserve est uniquement en montée.
Mais vous vous doutez bien que si l'UTMB tournait dans l'autre sens et descendait par la réserve, il était totalement impensable de descendre avec une lampe rouge. C'est impossible. Donc, soit on mettait de côté cette mesure, qui a un intérêt, hein. Quand vous lisez l'étude de 2015, vous voyez que... je vous la fais courte, hein. Je vous la fais très très courte, mais quand vous passez d'une lampe frontale vive, blanche, elle est orange pour ceux qui ont des vieilles lampes, à quelque chose de rouge, vous diminuez de 60% votre nuisance. Donc il y a un intérêt, il a été mesuré, j'ai pas regardé comment, mais il a été mesuré, voilà, vous diminuez de 60%, vous faites une bonne action. Mais, est-ce que c'est applicable sur tous les territoires? Est-ce que c'est applicable sur tous les sentiers? Voilà, ça c'est tout un tas de questions qu'il faut se poser. Moi je vois quand je remplis mon dossier pour la sous-préfecture de Savoie, je m'adresse à des ignorants en face de moi. C'est-à-dire que je m'adresse à des gens qui ne sont jamais allés sur le terrain, je sais, je les connais. Et des gens qui n'organisent pas, ils sont là pour vérifier des dossiers, vérifier des contraintes, etc. etc. Vérifier que vous avez bien déclaré le passage d'une route. Mais c'est une route où ils sont jamais allés. Ils y ont pas mis les pieds. Ils savent pas si c'est une route avec de la visibilité, une route dangereuse, etc., etc. Ils sont là pour cocher des cases sur leur papier. Donc, qu'est-ce qu'ils vont demander à des organisateurs qui organisent des courses nocturnes? Ils vont dire, bah voilà, à tel endroit, on vous oblige à mettre une lumière rouge, sinon vous n'avez pas d'avis positif de notre part. Vous n'avez pas le récépissé. Donc, ça fait un petit peu peur. On se dit, putain, c'est une première dans le monde du trail. Est-ce que ça va rester gentiment cloisonné à l'UTMB? Ou est-ce que ça va prendre de l'ampleur? Est-ce que ça va faire jurisprudence sur les autres courses? Ça, c'est une crainte en tant qu'organisateur. Et il faut que ce soit une crainte aussi en tant que participant, parce que finalement, est-ce que du fait de cette décision sur l'UTMB, dans un avenir plus ou moins proche, les courses auxquelles vous participez... Parce que peut-être que vous m'écoutez et vous en avez rien à cirer de l'UTMB. Vous n'aimez pas cet événement parce que vous aimez pas les événements où il y a du monde, etc. Ou je sais pas, le parcours vous plaît pas, vous trouvez que le prix de Dossard ne vous concerne pas, il est trop élevé par rapport à ce que vous attendez d'une course, etc. Donc vous n'aimez pas cet événement, vous n'y allez pas, et vous dites, ouais, il me gonfle à parler de lumière rouge sur l'UTMB. Bien sûr, mais peut-être que sur votre petit trail, à une autre date où vous aviez l'habitude d'aller, je sais pas, l'échappée belle, alors c'est pas un petit trail, c'est très gros, pardon, mais disons sur les trails un peu différents, où vous trouvez votre compte, peut-être que on va demander des mesures qui, en fait, seraient des copier-coller de l'UTMB, mais pas adaptés au terrain, enfin, voilà, vous avez compris. Autre problème, c'est que, alors là, je comprends, parce qu'on est dans le cadre de la réserve. D'ailleurs, la réserve a dit, ouais, écoutez, ça fait 15 ans qu'on vous... Pardon, ça fait 20 ans qu'on vous voit passer, vous nous cassez les pieds, on comprend que vous puissiez pas faire de détour, par contre, on vous regarde passer là, et on pense que votre ravitaillement à la Balme, il est pas nécessaire. Bon, la réserve dit de supprimer le ravitaillement, et effectivement, c'est vrai, ce ravitaillement n'était pas nécessaire, puisque l'an dernier, nous avons tous réalisé la course sans ce ravitaillement. Alors, je sais pas si à la fin du peloton, les gens ont trouvé ça un peu dur ou pas. Nous, en avant, ça allait. Maintenant, je ne veux pas parler pour tout le monde. Mais ça, c'était l'année 2025. En 2026, la frontale doit plus être blanche, elle doit être rouge. Alors, on comprend, encore une fois, on se dit, ouais, ok, c'est parce qu'il y a ça et ça. Mais on se dit, putain, qu'est-ce qui va se passer en 2027 ? Et là où on peut commencer à avoir un petit peu peur, on se dit, est-ce qu'ils vont pas demander à la course de réduire de 500 dossards, par exemple ? Donc là, le tirage au sort était déjà un peu chaud. C'était un peu dur d'avoir son dossard. Bon, ça deviendrait encore plus dur s'il y a moins de dossards. Donc là, en tant que participant, tu pourrais être réellement lésé. Tu vois, qu'on te fasse sauter un ravito, bon, pourquoi pas, t'emmènes un peu plus sur toi, après tout, c'est de l'ultra-trail. Qu'on te dise de diminuer la luminosité de la lampe avec le truc rouge, bon, pareil, c'est un peu chiant, c'est du confort en moins, mais ça passe. Qu'on te dise, ouais, du coup, il y aura encore moins de participants, et au lieu d'attendre 4 ans, tu vas devoir attendre 5 ans. Voilà, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. C'est-à-dire que, ok, on fait ça, mais maintenant, ça va être ça, maintenant ça va être ça, maintenant ça va être ça. Et si on était complotiste, attention,
j'utilise le conditionnel. Je dis bien, si on était complotiste, on pourrait se dire que c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, pour, in fine, nous faire passer ailleurs. Alors, je peux entendre qu'il faille finalement dévier l'UTMB, comme je vous l'ai montré grâce à mon application Sunto. En plus, ça durcirait un peu la course, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Hein. Alors après, il faudrait partir un peu plus tôt, à mon avis, comme c'est un peu plus long, pour essayer de conserver cette barrière horaire vers les 16h. Il faudrait partir avec peut-être 2, 3, 4 heures d'avance, faire un départ à 14h ou à 15h, et puis la barrière horaire, au lieu de la mettre à 16h30 le dimanche, tu la mets à 18h, comme ça tu gagnes 4-5 heures avec le détour. Ah, ça pourrait être sympa, hein, ça apporterait du nouveau. Hein. Putain, vous vous rendez compte si l'an prochain le parcours fait exactement ce que je viens de vous dire? Ce serait fou. Ce serait fou, je vais devenir conseiller, tu sais, conseiller. Donc, voilà, c'est vrai qu'il y a une mesure plus une autre, t'as peur, tu te dis, putain, qu'est-ce qui me pend au nez pour l'année d'après, quoi. Un petit peu comme cet hiver, quand le gouvernement a encore une fois augmenté les taxes, il n'a pas diminué ses dépenses, tu te dis, putain, bon là, il me prend encore ça en plus, bon, l'an prochain, qu'est-ce que ça va être? Alors, je sais que 60% des Français ne sont pas concernés par les hausses d'impôts, mais quand même, pour les autres, ça fait mal. Enfin, c'est de plus en plus, quoi. Qu'est-ce qu'on avait d'autre qui m'inquiétait un petit peu dans cette décision? Alors ouais, il y a l'aspect humain là-dedans. Et après, on va finir avec une vanne. L'aspect humain, je me mets à la place du contrôleur. Oui, parce que vous créez une nouvelle règle. Il va falloir contrôler. Là aussi, c'est une usine à gaz. L'UTMB a les moyens de contrôler. Ils ont les moyens d'augmenter leur nombre de bénévoles, ils ont peut-être les moyens même de payer des vrais contrôleurs, j'en sais rien. Une organisation bénévole, tu lui dis qu'il faut rajouter des contrôles, des trucs, des machins, putain, c'est bon, quoi. Chiant. Mais je me mets à la place de l'humain, celui qui va contrôler. Alors tu tombes sur quelqu'un comme moi, tu vois, je te fais une petite vanne en souriant, voilà, puis j'ai ma lumière rouge parce que je suis hyper informé du règlement, je fais attention à ça, je suis plutôt dans les premiers, donc j'ai pas du tout envie de prendre des pénalités, etc. L'UTMB est aussi un réel enjeu en termes de compétition pour moi, donc voilà, je reste vraiment dans les clous sur tous les points du règlement. Mais je me mets à la place du gros du peloton, le mec, tu vois, le néo-zélandais qui va venir, l'australien, le belge, l'islandais, l'allemand, c'est dégueulasse en plus les allemands, non je déconne. Enfin, tu vois, tous ces étrangers qui vont venir, qui n'auront pas forcément eu l'info, parce que en fait c'est une info qui est tellement nouvelle, c'est-à-dire que c'est un phénomène qu'on n'a jamais vécu ailleurs, que comment tu... Et puis, je vois en tant qu'organisateur, au train niveau les revards, j'ai des questions. Tu vois que les gens n'ont pas lu le règlement, mais genre pas du tout. Je me demande même s'il y en a qui savent sur quelle distance ils sont engagés. Alors, j'ai ma réponse. Il y a des gens qui se sont engagés sur 2 distances, et un mois après, ils vous disent « Ouais, vous m'avez inscrit sur le 28 et le 53 km. » Non, du schmoll, on n'a rien fait du tout. C'est toi qui t'es inscrit bêtement sur les 2. Donc c'est terrible. Le niveau d'attention et de lecture des gens est abyssal. Là, je vous commente le post de l'UTMB, mais ça se trouve, je vous apprends tout ça. Vous ne l'avez peut-être pas vu. Alors, si vous me suivez, vous avez dû le voir, parce que j'ai fait environ 25 blagues sur Instagram. Mais je pense que beaucoup de coureurs vont arriver là-bas sans être préparés à la nouvelle. Donc, ils sauront pas comment faire pour mettre le mode rouge sur leur frontal. Peut-être que leur frontal ne proposera pas de mode rouge. Les bénévoles vont devoir discuter avec eux, vont devoir leur expliquer. Si c'est des étrangers, faut leur parler anglais. Des fois, t'as des étrangers, je vais pas incriminer les Espagnols, mais vous le faites. C'est-à-dire que vous arrivez en France, vous parlez pas anglais, vous parlez pas français, et vous parlez espagnol. Putain, mais à quel moment, nous, on est censé parler espagnol aussi, quoi? Donc le bordel que ça va être pour que tout le monde comprenne qu'il faut bien avoir la lampe rouge. Et après, qu'est-ce que tu fais ? T'as un groupe de 20 coureurs qui arrivent devant toi.
Il y en a la moitié qui ont la lampe blanche, la moitié qui a la lampe rouge. Faut que tu les contrôles. Mais en fait, 3 secondes après, il y a un autre groupe de 10 coureurs qui arrivent. Pareil, c'est le foutoir. Ça va être un bordel. En plus, les contrôles, on va les faire au début, forcément, pour dire aux gens de baisser leur frontal. Donc on va les faire à Notre-Dame-de-la-Gorge. À Notre-Dame-de-la-Gorge, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 3 ans qu'on dit qu'il y a trop de monde. D'ailleurs, la Ducarmine ne sera pas présente cette année, je vous le dis tout de suite. Soit on sera à un autre endroit, soit on sera nulle part, mais on sera pas à Notre-Dame-de-la-Gorge. Vous allez à Notre-Dame-de-la-Gorge, en plus de tous les spectateurs qu'il y a, faire venir des contrôleurs pour contrôler qu'on baisse la luminosité de la frontale et qu'on les passe en rouge. Oh, putain, mais j'imagine pas le bordel. Donc ça va être très compliqué. Ça soulève énormément de questions, en fait. D'ailleurs, pour l'instant, ça ne soulève que des questions. Ça ne soulève que des questions puisque il a été précisé que c'était un test. Alors, il n'a pas été précisé qu'est-ce qu'on va tester. Ça, ce sera intéressant. Est-ce qu'on va compter les animaux la veille de l'UTMB et compter les animaux une semaine après l'UTMB? Et puis s'il en manque un, on dit, bah voilà, putain, il fallait vraiment mettre les frontales rouges, quoi. Est-ce qu'on a compté réellement les animaux les années d'avant? C'est-à-dire, est-ce qu'on a vu, à cause de l'UTMB, une perturbation qui a engendré, et on est sûr que ce soit la course, et non pas les feux d'artifice? Oui, bah oui, hein, on n'allait pas passer à côté des feux d'artifice, quand même, j'allais pas oublier ces feux d'artifice, parce que vous avez le 15 août, la fête de Notre-Dame-de-la-Gorge. Et là, c'est des feux d'artifice, mais des professionnels. Donc si vous voulez, l'argument de dire, ouais, mais les feux d'artifice, ils sont tirés à côté de la réserve, oui, c'est quand même à 200 mètres. 200 mètres, c'est pas loin. On peut considérer que c'est presque la réserve, 200 mètres. Et en plus, quand tu tires le feu d'artifice, il va pas tout droit. Tu vois, il part dans un sens. Enfin, il part même dans tous les sens, puisque ça fait des espèces de champignons. Le feu d'artifice fait du bruit. Le bruit résonne dans cette vallée, justement, qui monte jusqu'en haut du col du Bonhomme. Et en plus, le feu d'artifice éclaire totalement. Mais bon, lui, il a le droit. C'est-à-dire que, quand tu commences à discuter de ça, ouais, mais attends, parce qu'il y a le feu d'artifice, parce qu'il y a le tunnel Oka avec toutes les lumières, d'un coup, tu prends un... Taisez-vous! Non, Abdelrahman Dafri. Ouais, tu prends un taisez-vous de Ficule-Cron. Putain, il était exceptionnel, celui-là. Je remercie la personne qui me fait se souvenir de ça. Du coup, j'avais re-regardé l'émission, elle était excellente. Et bien rigolé. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais pensé encore on a des randonneurs le reste de l'année. Alors, très peu. Très très peu. Mais vous avez 2 types de randonneurs qui passent la nuit, du coup, j'imagine, avec des frontales blanches. Vous avez le randonneur qui part tôt le matin. C'est-à-dire, tôt le matin, je quitte Saint-Gervais, les Contamines, pour attaquer mon tour du Mont Blanc. Et vous avez les randonneurs qui arrivent peut-être au refuge de la Balme, tard le soir, ou au refuge du col du Bonhomme, qui est en haut, juste après le col, tard le soir, et qui ont donc fait la fin de l'ascension avec leur frontale. Vous avez ces 2 types de randonneurs. Alors selon... en croisant plusieurs sources, grâce à des intelligences artificielles un peu poussées, c'est un épiphénomène, c'est assez rare. Mais dans les faits, il y en a quand même un par soir. Environ. 0,7. Donc bon. Voilà. Par contre, ce qui pourrait être aussi intéressant, je donne encore des pistes pour ça, c'est de dire, et là je vais faire un parallèle avec Paris, ouais je sais, vous l'avez pas vu venir, c'est de dire, écoutez, votre activité de loisir, là, elle a pris quand même pas mal le pas sur la nature, d'une manière générale, ce qui est vrai. Maintenant, ça suffit. Alors, on va pas vous supprimer votre activité de loisir, parce que elle a quand même plus de 20 ans, ce serait un peu dur, et les gens ont l'air de l'apprécier. Par contre, stop. Qu'est-ce que ça veut dire, stop? Ça veut dire jamais, au grand jamais, il y aura plus de participants, et jamais, au grand jamais, vous allez créer la petite sœur 2 mois avant. Alors vous me dites, mais à quel moment tu nous parles de Paris? Je vais vous parler, et on n'est pas à Paris, on est au Val d'Oise, de la forêt de Montmorency.
chasse gardée de l'ONF. Hein. Vous vous doutez bien que l'ONF à Paris, ils ont rien à faire, donc forcément, dès qu'il y a un bout de forêt, ça serre les dents. Forêt de Montmorency, Maxi Cross, beaucoup de monde, parcours boueux, ça abîme tout. Trail des 40 bosses, un peu plus récent, mais pareil, beaucoup de monde. Et dernièrement, c'était mi-avril, trail en forêt de Montmorency, un truc comme ça. 3e course qui s'est créée un petit peu après le trail des 40 bosses. Et bien, l'ONF a mis un stop de cow-boy. Ils ont dit, écoutez, vous êtes la dernière, vous. Maintenant, il n'y aura plus de nouvelles courses. Et ça, je trouve que c'est pas mal. C'est assez raisonnable comme décision parce que on te dit pas, ouais, ton activité, elle nous casse les couilles, c'est interdit, tu fais plus. On te dit, bon, vous faisiez ça, ça et ça. Vous abîmez quand même beaucoup de choses. On le tolère, parce qu'il faut quand même que les gens, voilà, on va pas les enfermer le week-end. Mais stop. On a atteint la limite, stop. Et même, ils ont fait un petit retour en arrière. Je crois qu'il y a quelques courses nocturnes, justement, dans la forêt de Montmorency, qui ont été interdites. Voilà, mais on a gardé leur version jour. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On est revenu un petit peu en arrière. Je pense que ça, c'est un compromis qui est assez intelligent, puisque, je disais tout à l'heure, en parlant du ski, c'est vrai que si les gens, vous les amenez jamais dans la nature, en fait, une fois qu'ils sont chez eux, à quel moment ils ont envie de la protéger, cette nature qu'ils ne voient jamais? Je veux dire, vous vivez dans un appartement proche du périphérique de Lyon, et en fait, vos activités, c'est de prendre le métro ou le bus pour aller au travail, de travailler toute la journée dans un bureau proche de la ville. Le soir, vous faites de la musculation à Basic Fit, donc vous restez dans la ville. En fait, vous êtes goudron toute la journée. Et à un moment donné, il y a un mec qui vous dit tiens, on va faire telle taxe en plus sur tes impôts pour préserver la forêt de je sais pas quoi. Toi, en fait, t'es là, tu bosses, t'achètes tes trucs avec ton salaire, d'un coup, on te prélève un peu plus pour protéger une forêt que t'as jamais vue, dans laquelle t'es jamais allé. Tu vas dire, mais attendez, ça va pas, non? Alors que le gars qui a été habitué à aller en nature, il paye de bon cœur. Il dit, ouais, c'est normal, il faut faire un geste et tout. Voilà. Donc attention à pas être trop vindicatif dans les mesures. Voilà, mais vous avez compris, moi, ce qui me gênait, c'était pas tant la mesure en elle-même, que je comprenais, hein, plus ou moins. Hein. C'est vrai que, voilà. Mais c'est qu'est-ce qui va en ressortir après? Qui va pondre quoi et pour quel événement? Ça, attention. À un moment donné, bon. Voilà. Eh bien, écoutez, je voulais vous parler brièvement de... c'est un peu long après ce podcast. Je voulais quand même prendre la question de Benoît Chalin. En plus, il a dû entendre son prénom au début. Il doit être tout excité. Il doit se dire, ah putain, non, Hugo, vas-y, réponds à ma question. Moi, je fais pas l'UTMB, ça m'intéresse pas, ton truc. Allez, je vais faire rapide. Donc, en fait, Benoît, je vais pas dire qu'il est débutant. Après, il va se vexer et tout. Il va pleurer, pour ceux qui ont la ref. Benoît, il se pose la question suivante. Mon cher duc de Savoie, petite question existentielle de trailer en devenir, ou futur sujet du royaume, au choix. Dans quelle mesure le fait de se changer en course, t-shirt, chaussettes, voire chaussures, si l'épopée s'éternise, est un vrai game changer? Est-ce que ça transforme réellement le gueux trempé en prince régénéré? Est-ce que ça permet de repartir frais comme le lever du jour? Ou c'est surtout du confort psychologique pour amateurs inquiets? Je te pose la question parce que je m'aligne pour la première fois sur du long, très long. Donc là, vous attendez un tort des géants. Vous allez être déçus. Je fais le Will Strubel 70 km, environ 12 à 13 heures de vadrouille. Donc c'est vrai qu'en fait, sa question... Alors on comprend, hein, il monte sur cette distance sans doute pour la première fois. Mais finalement, sa question est vite répondue. Il n'y a pas besoin de se changer pour 12-13 heures d'effort. En tout cas, je ne le fais pas. Je vois sur une Trans Gran Canaria, je ne me change pas. Sur un Lavaredo, je ne me change pas. Sur le Chianti, je ne me suis pas changé, malgré que j'avais les pieds un peu mouillés. Voilà.
Et puis Benoît précise, voilà, il le fait sans sac de délestage, pas d'assistance, en autonomie totale, enfin avec les ravitaux quoi. Du coup, je me demande si ça vaut le coup d'embarquer un t-shirt supplémentaire et une paire de chaussettes pour un éventuel changement à mi-parcours. Eh bien, l'heure de départ, c'est 7h du matin. Donc, c'est pas trop tôt. Et à moins d'une mauvaise météo, je pense pas que t'aies besoin de quoi que ce soit, Benoît, parce que... voilà, bah même si tu mets 13h, tu vas rentrer à 20h. Donc, au niveau des amplitudes thermiques, t'en auras pas beaucoup. Changer de t-shirt, ça va vraiment servir à rien. En fait, le matériel vestimentaire est surtout intéressant quand il y a une mauvaise météo. Donc là, oui, là, c'est un game changer, comme tu dis. Puisque quand tu es trempé et que tu repars sec d'un ravitaillement où il y avait soit l'assistance, soit ton sac de délestage, là, effectivement, tu revis, tu te réchauffes. Je prends l'exemple de l'an dernier, j'arrive à Courmayeur, j'étais à 2 doigts de la mort. Mais comme j'étais dans le gymnase et que j'ai pu changer le t-shirt, le pull, les chaussettes, les chaussures, bah déjà je me suis réchauffé dans le gymnase et en plus je suis reparti avec des vêtements secs. Ça m'a quand même vraiment fait du bien. Et après, une fois que j'ai pu reboire et remanger correctement, la machine était vraiment relancée. Je prends l'exemple de l'Ultra Trail des montagnes du Jura où j'étais speaker en 2020 et 2021. 2020, il fait très froid. Il pleut, il fait 4 degrés, donc sur les sommets, c'est plutôt de la neige. En bas, c'est de la grosse pluie. Tout le long de la course. C'était vraiment une course de guerrier. Casquette verte fait 2e. Il passe l'arrivée. 3 heures après, il claquait encore des dents. Et il y a un mec qui est arrivé 6e ou 7e, je sais plus. Et il avait une belle foulée et il avait l'air vraiment pas mal sur l'air d'arrivée. Je discute un peu avec lui. Faut que je l'interroge au micro, quoi, classique. Et en fait, ses parents le suivaient en camping-car. Et il se changeait, du coup, sur chaque ravitaillement. Donc, il expliquait qu'il s'était changé 7 fois, je crois. Et ça lui a permis de faire une 30aine d'heures sous une pluie battante. Donc là, tu vois, quand la météo est mauvaise, il y a une vraie stratégie vestimentaire à adopter. Alors, t'es pas obligé de te changer 7 fois, hein, évidemment, mais... moi, je me suis changé à Courmayeur. C'est vrai que d'autres années, j'arrive à Courmayeur, je me change pas du tout. Alors, je change quand même les chaussures parce que j'y trouve du confort. Même si souvent, je reprends la même paire, mais propre, on va dire. Pareil, je change les chaussettes pour essayer de limiter un maximum les ampoules. Mais tu vois, quand j'arrive à Courmayeur, j'ai une dizaine d'heures d'effort. Je crois que c'est 9h30. Et quand je repars, le prochain ravito, j'en suis à une quinzaine d'heures d'effort au niveau de Champais. Mais je fais ça parce que je sais que mon effort va durer quasiment 24 heures. Alors que toi, comme il dure 12-13 heures, t'as pas besoin de changer de chaussures au milieu. Chaussettes, tu peux, si t'as une légère crainte, en fait, tu vas les amener avec toi. Parce que c'est vrai qu'au moindre doute, mieux vaut prendre une minute pour les changer. Mais sinon, tu files avec, hein, tu files avec tout ce que t'as. Et après, je change également de t-shirt à Champais sur du TMB, pas parce qu'au bout de 15 heures, j'estime que le t-shirt A, il faut le changer pour le t-shirt B. C'est parce que souvent la nuit, on a mis un pull, voilà, on a peut-être enlevé le t-shirt d'avant. Et en fait, là, j'attaque la journée, donc je vais mettre le t-shirt pour pas avoir trop chaud. Logique. Alors que toi, ta course se déroule de 7h à 20h. Donc à moins qu'il y ait une météo catastrophique, tu vas prendre le départ en t-shirt et tu vas finir en t-shirt. Après, une année, il y a eu la neige au Wilstrubel. Voilà. Mais voilà, puis pareil pour les pieds, t'as des coureurs, ils en ont rien à cirer, ils font toute la course avec les mêmes chaussures et les mêmes chaussettes. C'est le cas de mon frère en 2024, quand il termine 14e de l'UTMB en 22h30, juste derrière Katy Scheid, juste devant Ruud Croft, eh bien, il n'a jamais changé de chaussettes et de chaussures. Par contre, moi, je change de chaussettes et de chaussures à Courmayeur et à Champais. C'est personnel. Baptiste Chassagne,
en 2023, quand il fait 10e de l'UTMB, c'est en 2024 où il fait 2e, il change de chaussure sur les 5 points d'assistance parce qu'il avait une peur viscérale d'avoir des douleurs aux pieds, des échauffements, des ampoules. Chacun arbitre. Voilà, du coup, je voulais faire un peu plus long sur la question, mais je pense que je t'ai répondu, Benoît, et qu'on va s'arrêter là. Vous avez déjà un podcast qui dure 1h20, qui était intéressant, je pense, pour beaucoup de raisons. J'espère que les gens l'écouteront avec attention. Enfin, quand vous arrivez là, vous êtes à la fin, donc bon. Mais si vous le partagez à d'autres gens, dites-leur de l'écouter attentivement. Dites-leur bien de l'écouter dans son intégralité, puisque, par exemple, sur le début du podcast, je me moquais de la mesure de la lampe rouge, avant de vous dire que je la comprenais et que je l'acceptais. Même si, de mon point de vue, à moi, mon point de vue, c'est que c'est de la couille. Mon point de vue, c'est que c'est une mesure totalement inutile, qui sert à rien, mais je pénètre dans la réserve naturelle, donc je me plie à leur règlement. Parce que je suis chez eux. Je ne suis pas dans ma propriété privée. Je suis dans la réserve naturelle, je respecte le règlement de la réserve naturelle. Après, voilà, on peut débattre avec des gens pour leur dire, ouais, attendez, vous avez déconné, allez, on revient en arrière, ou dire, ou accepter, tout simplement, parce que voilà, on n'a pas trop le temps de débattre. Mais dites bien aux gens d'écouter le podcast en intégralité, parce qu'au début, je me moque, bien sûr, on est là quand même là pour rigoler. Après, je vous dis que, voilà, on respecte, et en plus, l'étude de 2015, voilà, c'est chiffré, ça perturbe ça. Après, ce qui est pas montré, c'est, comme l'UTMB a lieu un seul jour dans l'année, finalement, est-ce que ce jour-là change tout ? Parce que moi, je vois, il y a 365 jours dans une année, si je fais une nuit blanche, on voit pas trop la différence. Par contre, si je fais 30 nuits blanches, mon année, c'est un peu de la merde, je pense. Sportivement, au niveau du travail, au niveau des humeurs avec la famille, etc. Donc voilà, dites bien aux gens d'écouter le podcast en entier, puisque tous les arguments pendant 1 heure, tac, tombent les uns après les autres, même si au début, on fait un petit peu des blagues. Voilà. Et puis tout simplement, dites aux gens de vous abonner, parce que là, je vous ai quand même réalisé un podcast où je me mets en porte-à-faux avec l'organisation de l'UTMB, qui est quand même mon employeur sur certains événements. C'est aussi des gens que je connais. Pour beaucoup de ces personnes, j'ai leur numéro de portable personnel. D'ailleurs, ils m'ont un petit peu appelé avant. J'ai pas répondu, évidemment, puisque j'étais dans le trollage maximal. Mais voilà. C'est des gens aussi qui doivent travailler avec beaucoup de contraintes. Donc, inutile de dire ouais, c'est des cons de mettre la lumière rouge, ça sert à rien. Et si je peux faire ça, si je peux avoir un ton libre, si je peux me permettre de divaguer comme ça sur des décisions prises par un comité scientifique, quand même, eh bien c'est parce que j'arrive à gagner ma vie de tout un tas de manières différentes qui créent mon indépendance et qui me permettent donc de continuer à vous faire ce genre de podcast, à vous régaler. Et je ne vous en parle pas parce que on s'en fout, c'est pas le sujet, mais il y a toujours quelques coups bas, quelques attaques, alors pas de l'UTMB, je vous rassure tout de suite, mais d'autres personnes pour me mettre des bâtons dans les roues. Vous l'avez vu, depuis septembre, il y a un espèce de message de prévention au début du podcast pour dire que c'est de l'humour, c'est de la blague, c'est de la satire. Vous vous doutez bien que je l'ai mis parce que, voilà, certaines personnes ont tenté certaines choses et voilà, ça n'est pas très grave, parce que quand je perds sur un tableau, je gagne sur un autre. Et tout cela est lié à ma manière de gagner de l'argent, dont une d'entre elles est mon site internet, duc-army.fr. Et si l'abonnement vous casse un peu les pieds parce que vous dites « Ouais, je me connais, je vais oublier, puis après je vais lui lâcher je sais pas combien d'argent », alors que finalement je voulais juste le soutenir un petit coup et faire plaisir, écoutez... Achetez une bricole, j'ai pas mal de trucs dessus, ça vous permettra de tester peut-être du textile fabriqué en France, dernièrement on a quand même rentré les shorts, ça, c'est intéressant. Voilà, un petit soutien, un petit partage pour augmenter mon audience, un petit truc quoi, un petit truc. Parce que bon, tu prends un peu les coups de temps à autre, et puis il y en a quand même
une très large majorité, plus de 90% qui consomment, et le retour est pas énorme, quoi. Alors ça m'amuse, ça me fait rire, je m'auto-suffis, mais voilà, ça coûte rien de demander. Allez, on se retrouve pour beaucoup ce week-end au Ventoux, puisque vous êtes très nombreux déjà parmi les abonnés à courir, et vous êtes très nombreux tout court d'ailleurs sur ce Ventoux. Et sinon, à dans 2 semaines pour celles et ceux, putain mais j'ai pris ce celles et ceux, je le mets à toutes les sauces. For sure. Pour celles et ceux qui n'écoutent que le podcast du mercredi, donc le prochain sera dans 2 semaines, puisque nous sommes sur un bimensuel. Salut. Au revoir les gueux, c'était le Diva Podcast de toute savoir. Article brillant, interview et made in France. Hésite pas et inscris-toi, ainsi une offrande au duc tu feras.